Bien le bonjour! Je vous fais cette vidéo pour vous parler de mes lectures du mois d'août. J'en ai lu à peu près 56 ouvrages, si je ne me trompe pas. Il doit y avoir une dizaine de romans, une vingtaine de mangas, 25-26 BD et un essai. Cette fois-ci, je vais vous parler non pas d'une dizaine, mais plutôt d'une quinzaine d'ouvrages que j'ai lus et dont je souhaite vous parler parce que j'ai eu des énormes coups de cœur comme j'ai eu des très grosses déceptions, donc je souhaite vous en parler dans cette vidéo. Je vais commencer avec les choses qui m'ont déçue, on va dire les flops de ce mois-ci. On va commencer avec Loveless, que tout le monde adore puisque c'est de l'auteur Heartstopper. C'est l'histoire d'une jeune fille, Georgia, qui se cherche et qui n'a jamais eu de crush, qui n'a jamais embrassé ni garçon ni fille. Elle a plusieurs amis qui font partie de la communauté soit LGBT ou pas. Enfin bref, l'histoire de base me plaisait plutôt bien et j'en avais entendu énormément de bien. Le seul souci, c'est que je n'adhère pas à la manière de faire en fait. La jeune fille, durant tout le roman, cherche sa sexualité et ça, il n'y a pas de souci. En revanche, se servir des gens, surtout des gens avec qui on est proche, ne pas faire gaffe aux émotions des gens et tout, ça, j'ai pas du tout apprécié ce personnage. Du coup, je me suis pas identifiée, je l'ai pas aimé la protagoniste parce que cette manière de faire ne me plaît pas. On peut très bien être perdu, on peut très bien vouloir chercher sa sexualité, mais il ne faut pas se servir des gens et le message, je trouve, est pas très bien délivré dans ce roman. Donc du coup, beaucoup de gens ont énormément aimé. J'aime pour le fait qu'on parle d'orientation sexuelle diverses et variées, mais je n'aime pas pour la manière de faire les choses. Autre livre qui m'a déçue ce mois-ci, c'est le roman Fun Play 2. Je l'avais commencé il y a un certain moment et j'étais rendue à la moitié et je l'avais laissé de côté et je ne me souvenais plus pourquoi. Je me suis dit ce mois-ci, allez, je me force à le finir. Et en fait, j'ai réussi à me remettre dedans. Mon souci étant que je n'aime pas du tout la fin. L'histoire, c'est une jeune fille qui se retrouve dans un jeu entre deux jumeaux. Je vous spoil le 1, hein, désolé, mais un des jumeaux essaye de séduire cette fille puisqu'il se rend compte que son jumeau est intéressé par elle. Il y a une espèce de relation malsaine entre les deux jumeaux. L'un veut toujours ce qui intéresse l'autre. Bref. Dans le premier tome, on voit que c'est un des jumeaux qui tire la couverture vers lui, et dans ce tome-là, c'est l'autre jumeau qui tire la couverture vers lui. Et à la fin, elle décide qu'elle doit faire évidemment un choix entre les deux. Il n'y en a qu'un seul qu'elle pourra garder et l'autre virer de sa vie. Le souci, là c'est un gros spoil alerte, on ne sait pas à la fin qui elle choisit, puisque ce sont deux jumeaux qui ressemblent exactement comme deux gouttes d'eau. On ne sait pas si elle en choisit un ou l'autre, puisque à chaque fois qu'elle dit lui, elle dit pas son prénom. Et du coup c'est frustrant, c'est très 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 frustrant et c'est pour ça que je le mets dans les flops, parce que j'adhère pas. On ne peut pas laisser une fin comme ça. Une fin ouverte, je veux bien, mais là c'est plus de l'ouverture en fait, parce que je considère qu'on a cassé le pacte avec le lecteur puisqu'on ne sait pas avec qui la romance finit. Alors, beaucoup de gens savent que j'adore la série Heartstopper, que ce soit en saga sur Netflix, même si je la trouve un peu plus dramatisée que, allez, vous ne voyez pas aller là-haut, que la saga graphique. Mais les deux hors-série qui ont été faits, je suis très déçue. Je vous avais parlé du mois dernier de cet hiver-là, je crois. Et là, je vais vous parler de Nick et Shirley, du coup. Alors, cet hiver-là, c'est à l'intérieur de la saga en elle-même. C'est un hiver précis et on nous l'étoffe un peu plus. Là, c'est la suite après le 4. On peut dire que c'est un 4.5. Donc du coup, ça parle de relations à distance, de comment réussir à intégrer voilà, ça dans une nouvelle relation. C'est une bonne idée. Le souci, c'est que je trouve que y a un décalage entre la relation qu'ils ont pendant les 4 tomes, où ils sont énormément dans la communication, dans faire parler l'autre, nanana, et dans celui-là, où c'est clairement justement ce que je n'aime pas dans une relation, c'est drama, c'est ne pas parler, c'est pousser dans son coin. Et du coup, c'est assez décevant parce que ce que j'aimais dans cette relation, c'est que c'était une relation saine, basée sur la communication, la confiance, voilà. Une relation comme on les aime, et là, c'est pas le cas. Et petite cerise sur le gâteau, comme pour le tome précédent, mais un petit peu moins, il y a une petite partie qui ne fait pas partie du roman.
À l'inverse de cet hiver-là, où c'était quasiment les 2 tiers, bon là c'est une toute petite partie, mais ça me chafouine encore. Parce que mettre des extraits, ok, mais surtout que là c'est un extrait de cet hiver, donc l'ayant déjà lu et sachant très bien qu'une personne qui va acheter Nick et Charlie va acheter cet hiver, ou la personne qui va acheter cet hiver va acheter Nick et Charlie, du coup ça m'agace un petit peu quand on met des extraits comme ça, parce que, enfin, qu'on te spoilie plutôt, pas qu'on te spoil. Parce que tu achètes pour 11 euros de Nick et Charlie, t'as pas envie qu'on te rajoute 20 pages de Loveless ou 20 pages de cet hiver-là. Donc j'aime pas trop ce concept, et encore là ça va, ils ont été raisonnables dans Nick et Charlie, mais dans cet hiver-là, tu as un extrait de Nick et Charlie, tu as un extrait de Loveless, et du coup ça prend littéralement les 2 tiers de... Donc t'as vraiment... Enfin moi j'avais vraiment l'impression d'avoir fait couillonner. Ce tome-là, je l'attendais avec tellement d'impatience que c'est pour ça, à mon avis, que je suis énormément déçue. C'est The Forever Marked, Le Prince de Jack Ronover. C'est la suite de Mark and Med que vous pouvez voir, et Clash qui sont ici. Donc c'est les enfants des protagonistes qui sont dans cet tome-là. Et j'en attendais énormément forcément, puisque c'est une de mes romances préférées. Enfin, c'est la saga romance préférée en tout cas pour moi. Et du coup j'en attendais énormément. Et j'étais très impatiente qu'ils sortent. Et j'ai été déçue. En fait, j'ai été déçue parce que les personnages, j'ai l'impression de les avoir déjà vus. On va dire ce sont leurs enfants, donc ok, ils ont des traits de leurs parents, certes, mais ils peuvent avoir des choses... Enfin, tu peux être l'enfant de ton parent et avoir des objectifs de vie ou des caractères très différents. Et là, je trouve que c'est pas le cas, en fait. Les enfants... sont pas un peu comme leurs parents, mais ça se rejoint pas mal. Donc du coup, j'ai été un peu déçue et j'ai pas été transportée. Il y a des intrigues qui arrivent, qui se révèlent être quasiment les mêmes que dans d'autres... Enfin voilà. Ça me chafouinait parce que j'en attendais plus. Il est très bien, hein, c'est une bonne lecture, hein, mais je voulais être transportée et du coup, j'ai été un petit peu déçue. Alors, sans transition aucune, j'ai lu ces 2 tomes-ci. J'irai pas dire que je suis déçue, j'irai pas dire que je suis contente, mais en fait il y a 2 degrés différents. Parce que c'est la même saga, mais je me suis rendu compte que dans les 3 premiers tomes, on est avec un couple. On est avec, Reed et Ella. Donc très bien, il se passe leur histoire et je suis plutôt contente de cette histoire-là. Et après, quand tu arrives au tome 4, tu découvres que c'est un de ses frères, mais sans... J'ai trouvé ça un peu... je sais pas comment l'expliquer, mais sans préambule, sans compréhension, tu passes du 3 premiers tomes à un couple, et là, au 4e tome, tu passes à un autre couple. J'ai commencé le tome 5, donc on continue avec Easton. Et je trouve le personnage d'Easton... Je sais pas comment l'expliquer, mais aussi complexe que creux. Il est intéressant, mais je trouve qu'il n'est pas poussé jusqu'au bout. Et donc, du coup, je suis en train de lire, d'écouter un audiolivre de tome 5, et j'ai hâte de voir où ça va nous emmener, pardon. Parce que, je suis mitigée en fait. Je suis ni déçue ni contente, je suis mitigée pour le moment à propos de cette saga Les Héritiers. Alors, on continue dans mes lectures. Ce mois-ci, j'ai lu, alors je sais même plus comment l'appeler, les Bridgerton. J'ai écouté l'histoire. Alors du coup, on est chez qui? On est chez Héloïse et Francesca. Alors, j'arrive jamais à savoir si... Mais du coup, c'est la saison 6 et 5, je pense. Donc, c'est le tome 3 ou 4, je sais plus. J'ai du mal à gérer dans cette série-là. J'ai beaucoup aimé l'histoire d'Héloïse. Elle était intéressante, mais pas assez au vu du personnage très coloré qu'on nous a montré pendant toute la saga. Je l'ai trouvé un peu facile, un peu comme sa copine s'est casée, elle aussi elle veut se caser et elle fait des choses sans réfléchir. Mais voilà, en gros, c'est fait pour être fait. Mais du coup, j'ai trouvé que le personnage d'Héloïse n'était pas assez creusé par rapport à la densité qu'on pouvait nous apporter. À l'inverse du personnage de Francesca, qui, elle, je trouve, n'est pas très détaillée
dans la saga et que j'ai appris à apprécier. Francesca, mais surtout son protagoniste là, dans cette histoire-là, c'est Michael, où j'ai adoré, mais de bout en bout. Autant le futur compagnon d'Héloïse, Sir Philippe, intéressant mais peut mieux faire, autant Michael, au top. C'est clairement le type beau gosse torturé avec une fêlure, quoi. On adore. Et là, du coup, pour le mois de septembre, mais j'ai déjà commencé un petit peu parce que nous sommes le 29, je suis en train du coup de finir Hyacinthe et au mois de septembre, je pourrai continuer Grégory puisque là, il n'est pas encore sorti un autre livre. J'adore Hyacinthe et justement, Hyacinthe, je trouve, a exactement le tempérament et le caractère que j'aurais aimé retrouver chez Héloïse. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui me suis mis martel en tête, mais voilà. J'ai trouvé que Hyacinthe correspondait exactement à ce que je me faisais comme idée pour Héloïse. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'adore le personnage de Hyacinthe. J'adore son protagoniste aussi, Gareth, qui est exactement comme on les veut. Et j'ai hâte de finir avec Grégory, comme ça j'aurai fini à tous les Bridgerton. Je sais qu'il y a encore les Roxbury, là, mais bref, ça on verra plus tard. Mais j'aurai fini les Bridgerton. Et Grégory m'intéresse aussi parce que comme Hyacinthe, ce sont des personnages qui sont plus petits, donc du coup, on les a pas encore vus, que ce soit dans la saga ou que ce soit dans les autres tomes. On en parle, mais comme ci, comme ça. Donc là, ça serait intéressant de voir justement leur histoire à eux. Mais ça, c'est pour septembre. Une lecture qui je me suis fait largement influencer par Thibaut, Les étincelles invisibles. C'est l'histoire d'une jeune femme autiste qui du coup a des soucis au niveau relationnel, que ce soit avec sa famille ou que ce soit dans son école, avec ses camarades ou même son institutrice. Elle a énormément du mal à gérer à cause de son autisme. Et elle va se rendre compte que dans sa ville, là où elle vit, il y a eu des procès. Et même pas des procès en fait, c'est carrément de la chasse aux sorcières, des jeunes femmes qui ont été tuées parce qu'elles étaient accusées de sorcellerie, noyées, brûlées, pendues, peu importe la manière. Et donc du coup, elle va se battre parce qu'elle va se rendre compte que être différent à une certaine époque, et même maintenant, peut vous entraîner vers un éloignement, un emprisonnement, ou même une condamnation tout simplement, de la part de la société. Donc du coup, elle va se battre pour que soit reconnue l'injustice qu'ont vécu ces femmes, et à travers ces femmes, l'injustice qu'elle-même vit, puisque la société n'est pas adaptée à elle, c'est toujours à elle de devoir s'adapter à la société. J'ai énormément aimé cette lecture, elle est très courte par contre, c'est de la jeunesse, mais je trouve qu'il serait justement intéressant de l'écrire, mais pour adultes, pour faire réfléchir plus les adultes, puisque malheureusement cette lecture, même dans ma médiathèque, elle a été mise en jeunesse, et je suis pas sûre que ça intéresse le lectorat jeunesse. En revanche, si ça avait été un petit peu plus complexifié et mis en adulte, je pense que ça pourrait faire un bon carton justement. Mais bon, ça après, c'est que mon avis. Exactement dans la même idée, une littérature jeunesse que j'aimerais qui soit amplifiée, densifiée, qui soit mise en adulte, parce que je l'ai trouvée très bien faite. C'est Renversante. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, mais ce sont tous les deux, pour moi, malheureusement, de la jeunesse. J'adore l'idée que justement aussi on mette ce genre de livre en jeunesse pour pouvoir faire penser et faire évoluer les mentalités des jeunes. Mais malheureusement, je ne suis pas sûre que ce soit vers des lectures vers lesquelles ils aillent d'eux-mêmes. Et je trouve que ce sont des textes qui justement mériteraient d'être, comme je l'ai dit pour le précédent, développé, amplifié et mis en littérature adulte parce que ça résonne énormément dans l'adulte que je suis. Donc Renversante, tome 1, c'est l'histoire de deux jumeaux, je sais plus leur nom, je crois que c'est quelque chose comme Léa ou Tom, je sais plus leur nom. Et on vit dans un monde où c'était une société matriarcale, la discrimination ça existe, le sexisme ça existe, mais c'est tout l'inverse. Les rues portent des noms de femmes, les championnes sont justement des championnes, les patrons sont des patronnes. Dans la littérature, même dans la grammaire française, le féminin l'emporte sur le masculin. Enfin, tout est poussé pour montrer ce que c'est une société matriarcale, au même titre qu'actuellement une société patriarcale. Comment on oppresse le sexe l'un par rapport à l'autre pour la domination et tout. Bref, dans le premier tome, c'est justement, ils sont au primaire, les deux jumeaux, et on demande à la jeune fille, en l'occurrence le père, demande à la jeune fille de se mettre à la place de son frère et de remarquer
qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, pourquoi elle a le droit de se mettre en jupe mais son frère n'a pas le droit de se mettre en shirt, enfin plein de petites choses comme ça. Donc on a une vision très enfantine et très intéressante je trouve. Et dans le deuxième tome, on a, ils ont grandi, du coup je crois qu'ils sont pas au collège, je crois qu'ils sont au lycée et on lui repose le dilemme, on lui remet la question en mode il y a un temps tu soutenais ton frère parce que tu t'es rendu compte que la société n'était pas égale et maintenant je trouve que tu fais comme si c'était normal. Donc remets en question ta vision de voir les choses et regarde ce qui se passe. Et donc on voit que le frère vit du harcèlement de rue, nanani nanana. Et du coup c'est très bien fait, très bien pensé. J'ai adoré cette lecture. Le seul bémol, comme je dis, c'est que ça devrait pas être en jeunesse, pour moi ça devrait être en adulte pour bousculer justement un petit peu les codes et faire comprendre que la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle, il y a énormément de choses qui sont défaillantes et qu'il faudrait changer. Des lectures engagées, j'en ai lu pas mal ce mois-ci. J'ai lu l'essai Réinventer l'amour de Mona Chollet. J'avais eu beaucoup de mal quand j'avais lu Sorcière, la puissance invaincue des femmes parce que j'avais trouvé une écriture assez agressive, une dissertation. Je sais que les essais, il y a beaucoup d'annotations et tout, mais j'aime bien quand même avoir une lecture fluide. Et là, c'était pas le cas pour moi dans Sorcière, la puissance invaincue des femmes. En revanche, pour Réinventer l'amour, j'ai trouvé ça beaucoup fluide, beaucoup plus fluide. Il y avait beaucoup d'exemples, mais ça allait. Il y avait des passages qui pour moi étaient trop longs, tout ce qui était sur les serial killers et tout, j'ai lu en diagonale parce que ça a commencé à être redondant je trouve. Mais chose que je ne fais jamais, il y a pas mal de choses d'argumentaire que j'ai notées. Quand je fais une lecture, je n'écris jamais à côté. Les citations, j'en vois plein, même dans les romans et tout, qui prennent des citations, qui trouvent trop jolies et tout. Je fais jamais ça, même c'est pas le premier essai que je lis, d'habitude je ne le fais pas. Mais là, j'ai trouvé des arguments tellement intéressants et dans ma pensée du coup militante et féministe, tellement percutants que je me suis dit il faut que je me les note quelque part pour pouvoir justement un jour quand on va me dire oui mais comme ci mais comme ça, pouvoir ressortir cet argument et dire mais non en fait si c'est comme ci c'est comme ça, c'est pas de notre faute à vous, c'est parce que la société est comme ça en fait. Bref. Donc du coup, une lecture très intéressante, très enrichissante que je recommande à fond les ballons. Réinventer l'amour parce que on parle de la société patriarcale, on parle de sexisme, on parle de misogynie, de machisme, de comment la domination masculine à outrance telle qu'elle est mise dans notre société, dans les couples hétérosexuels, a une incidence aussi, crée de la violence, crée des tensions et du coup je trouvais ça génialissime. Bon ben comme je vous l'ai dit, j'ai eu des lectures qui étaient plutôt engagées. Donc là les romans, les essais c'est fini, on va passer à de la BD. J'ai lu Feminist in Progress. C'était catégorisé dans les BD et je le comprends pourquoi, mais moi je le mettrais limite dans les documentaires, puisqu'en fait ça explique pas mal de choses, que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur la contraception, sur les mouvements comme MeToo et tout. Il y a beaucoup de choses qui sont traitées au niveau du féminisme, de comprendre pourquoi on en a encore besoin malgré tout, malgré qu'on nous dit que ça y est, on est égaux aux hommes, c'est absolument pas le cas dans la société. Et donc du coup j'ai trouvé ça très intéressant. Pareil, je mettrais ça dans de l'ado, jeune adulte, pour faire évoluer les mentalités et les pensées. C'est très coloré, très peps, très bien écrit. Il y a plein de petites touches d'humour, de petits pics envoyés pour faire comprendre que malheureusement leurs propos sont encore toujours justes. Et du coup j'ai adoré. Alors j'ai aussi lu À volonté de Mademoiselle Caroline et Matou. Ça faisait un moment que je l'avais dans ma palle depuis le printemps du livre de Montaigu tout simplement. Et j'arrivais pas à me décider à le lire. Et en fait quand j'ai commencé, je me suis dit mais pourquoi c'est criant de vérité en fait sur la grossophobie qu'on vit à l'heure actuelle dans notre société. Comment on caractérise des personnes qui sont en surpoids ou des personnes obèses comme feignantes, indisciplinées, qui savent pas se retenir, enfin bref, alors que tout simplement non. Certaines personnes c'est leur morphologie en fait de base, d'autres personnes ça va être des maladies, par exemple des glandes qui dysfonctionnent, la thyroïde et tout. Ou tout simplement il faut arrêter ce diktat de la minceur, de la femme qui doit être mince pour correspondre à certains stéréotypes. Et en fait Matou et Mademoiselle Caroline montrent justement plein de petites scénettes qu'elles ont vécues et je trouve ça hyper intéressant et hyper bien
pour développer un peu cette mentalité de tolérance qu'il faudrait qu'on ait dans notre société, que nous n'avons pas encore malgré tous les progrès que nous essayons de faire à ce sujet. Mais voilà, j'ai adoré, franchement, ça c'est à lire, c'est beaucoup d'humour, mais en même temps, un message à faire passer encore à l'heure actuelle. Alors, autre livre que j'avais acheté au printemps du livre de Montaigu, je m'étais dit, c'est dans la même vibe, donc je vais les lire l'un après l'autre, et du coup, tout se passera bien. J'ai pris Rien à perdre. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a une énorme poitrine et qui à la base est très mince quand elle est jeune. Et le regard des gens sur elle change énormément à partir du moment où elle a cette grosse poitrine. Les regards plus salaces, on la traite de bimbo et tout et tout. Et donc du coup le regard de la société envers elle est très pénible à porter. Du coup elle va se réfugier dans la nourriture, elle va devenir assez forte et là les remarques vont commencer à cesser, donc elle va sentir que cette graisse, qu'elle n'aime pas pourtant, mais c'est comme une protection pour elle. Je vous le dis clairement, pour faire mon argument, là je vais devoir spoiler, donc spoiler alerte. Si vous voulez la lire, n'écoutez pas ce que je vais vous dire. Mais du coup, elle devient assez forte, mais après, pour des raisons de santé XY, elle va devoir remaigrir. Donc ce qu'elle va faire pour pouvoir à la fois côté santé et correspondre à la norme, du coup elle va faire un régime draconien, elle va maigrir, mais du coup sa poitrine va réapparaître forcément, puisque même si elle perd un petit peu de la poitrine, sa poitrine de base reste toujours là. Du coup ça lui pose énormément de problèmes et elle va devoir faire de la chirurgie pour diminuer des bonnets et du coup être plus heureuse après, une fois que sa taille de poitrine aura diminué. Ce qui me pose problème, c'est que c'est très intéressant l'argumentaire sur à partir du moment où on a une grosse poitrine, la société ne te voit plus du tout de la même manière et comme je vous ai dit dans mes différentes lectures que j'ai lues, le côté féministe qui ressort en moi en mode normalement une femme grosse poitrine ou pas grosse poitrine, tu dois la respecter, tu dois la traiter exactement de la même manière qu'une autre ou même qu'un homme carrément. Donc voilà, ce côté-là, évidemment, je suis à 100% d'accord d'énoncer ce genre de choses. Par contre, mon souci, c'est que le message qui en sort, à mon aspect, est à l'inverse de à volonté, qui dit en gros faites ce que vous voulez, soyez heureuse, peu importe votre taille. Là, ça nous dit quand même que la fille, pour qu'elle soit heureuse, elle doit faire un régime et elle doit même passer par de la chirurgie. Parce que au lieu de changer les mentalités de notre société, comme quoi une fille à grosse poitrine c'est une fille facile, ce qui n'a aucun rapport, eh ben, il faut que la femme fasse de la chirurgie, s'en taille la chair pour qu'on la laisse tranquille. Et du coup, je sais que c'est une histoire vraie et donc je respecte totalement le fait que cette jeune femme, pour se sentir bien, a dû passer par là. Si elle est heureuse maintenant, tant mieux pour elle. Mais moi, ça me convient pas parce que ça laisse entendre qu'en gros, il faut encore qu'on se charcute pour faire plaisir aux hommes. Et ça, enfin, peut-être pas pour faire plaisir aux hommes, mais pour que les hommes nous laissent tranquilles. Et ça, non. Ça, non. Moi, je suis un peu du slogan, c'est pas protéger vos filles, mais c'est éduquer vos garçons, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Je suis mitigée sur cette lecture. Alors, ceci, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. À la base, je n'étais absolument pas intéressée. Mais c'est l'illustrateur Lilian en fait que j'ai vu dans plusieurs conventions et que j'ai acheté ou lu plusieurs de ces choses comme Les Géants ou comment ça s'appelle, La Quête des Willan, maintenant il y a Le Monde des Willan et il y a aussi Elana, enfin bref, il y a plusieurs des BD que j'ai lus. Là, quand je l'ai vu au printemps du livre, j'ai trouvé super intéressant, super gentil. Je me suis dit, allez, je prends celle-ci. Même si j'ai pas l'impression que le sujet va être hyper joyeux, va être hyper intéressant. Et en fait, gros coup de cœur, franchement. C'est une de mes premières lectures ce mois-ci. Et là, on est arrivé à la fin du mois et je m'en souviens encore comme quoi, en lisant cette BD, je me suis rendu compte qu'il y en avait besoin. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a un métier, qui a un enfant, qui a un compagnon, ils ont un appart, tout va bien dans le meilleur des mondes, à part le fait qu'il y a une routine qui s'installe, donc petit à petit, le bonheur laisse place à la routine et au non-épanouissement. Il lui manque quelque chose dans sa vie et il va y avoir un homme qui va s'appeler le routinologue. C'est comme un psychologue, mais en fait
il essaye de la sortir de sa routine pas par pas en faisant des petites choses. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, cette jeune femme reprend confiance en elle, reprend sa vie en main, elle change des choses petit à petit pour que sa vie la rende heureuse parce qu'après tout, on n'en a qu'une seule. Et le twist de fin est génial aussi. Enfin, j'ai adoré. Cette lecture m'a fait énormément de bien. En plus, à un moment où moi-même dans ma vie professionnelle, je me posais beaucoup de questions, on m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues et tout et tout. Donc j'étais en mode, ça c'était ma petite bouée qui m'a fait énormément de bien. Donc génialissime. C'est une adaptation, c'est un roman qui existe et il a été adapté en BD. Donc franchement, si vous avez une petite baisse de morale, je vous la conseille fortement. Ça fait du bien. Alors là, en fait, je me suis retrouvée avec un problème. Je vous ai mis cette BD dans ma pile à lire du mois de septembre, mais je me suis retrouvée à la fin du mois d'août avec plus aucune lecture à faire, à part ma palle à septembre que je voyais et qui me faisait très envie. Du coup, eh ben, j'ai craqué, je l'ai lu au mois d'août, alors que la vidéo de septembre est sortie, genre hier, et celle-ci, je l'ai lue ce week-end. Enfin bref. Voilà, j'ai lu Perséphone, les Tourments d'Hadès aux éditions Aquileos. J'ai déjà les Leurs Olympus que j'ai lu et que j'ai adoré, qui apporte au mythe d'Hadès un côté beaucoup plus romantique, mais à la fois plus sombre, plus profond. Alors que là, on est vraiment dans de la légèreté. C'est choupi en fait. C'est ça, c'est choupi. Et franchement, ça fait du bien. Je suis très contente. J'espère qu'il va y en avoir d'autres. Parce que ça n'a pas l'air d'être prévu. Ça a l'air d'être prévu en one shot. Mais moi, je veux pas quoi. Je veux une suite. C'est trop choupi. On adore. Donc du coup, c'est l'histoire de Perséphone qui se trimballe dans le monde des mortels et d'Hadès qui va arriver, mais Eros va lui, en faisant un concours avec Apollo, va lui jeter une flèche d'amour et il va tomber sur Perséphone. Du coup, il va tomber amoureux d'elle. Il va y avoir tout un petit dilemme en mode qu'il n'a pas envie parce que Perséphone est jeune, elle a toute sa vie à faire. Enfin bref, j'adore. Franchement. Donc voilà, je finis sur ça, une petite pépite qui m'a fait beaucoup de bien. Voilà, donc comme je vous ai dit, ce bilan du mois d'août est un peu plus long que mes autres bilans habituels parce que j'avais énormément de choses à dire, aussi bien pour les flops que pour les tops que j'ai lus ce mois-ci. Donc j'avais besoin d'en parler et de vous dire mon ressenti là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez voir les autres vidéos, vous tenir à courant du coup de ce que je poste, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que votre mois d'août s'est bien passé et je vous dis à la prochaine fois. Tout plein de gros bisous.